Bienvenue dans le débat. Ce 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'occasion d'évoquer le masculinisme, l'idéologie qui légitime la haine des femmes et qui se propage sur les réseaux sociaux. Selon les Nations Unies, les plateformes numériques sont devenues l'un des principaux vecteurs de violences sexistes dans le monde. La série britannique Adolescence le révèle très bien. Un adolescent radicalisé par les sites masculinistes finit par assassiner une camarade de classe. Cette série est d'ailleurs montré dans les écoles en Grande-Bretagne comme un outil de prévention. En France, le 27 juin dernier, un adolescent de 18 ans a été arrêté pour un projet d'attentat inspiré par le masculinisme. Il est soupçonné d'avoir projeté d'attaquer des femmes au couteau. Et le 1er juillet dernier, pour la première fois, le parquet national antiterroriste a mis un jeune homme en examen pour projet d'attentat lié à la communauté incel, une contraction en anglais de involuntary celibate, c'est-à-dire le célibataire involontaire, qui se caractérise notamment par la haine des féministes accusées d'entraver leur accès sexuel aux femmes. Alors de quoi le masculinisme est-il le nom? Est-ce une idéologie, un mouvement? Comment finalement les réseaux sociaux le rendent-ils plus visible, plus attractif aussi? Et puis comment lutter le masculinisme, une dérive explosive? On pose ces questions à mes invités. Véronique Arioton est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée Ensemble pour la République. Merci d'être là. En face de vous, nous avons Laure Salmona. Bonsoir. Directrice de Féministes contre le cyberharcèlement. Bienvenue également. Alice Apostoli est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice et co-directrice de l'Institut du genre en géopolitique. Et puis Muriel Reus est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Femmes avec et également cofondatrice de MeToo Média. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose de faire un point en images justement sur l'essor du masculinisme sur les réseaux sociaux avec Julien Chihida. Sur les réseaux sociaux, certains influenceurs prônent des idées masculinistes. Une idéologie apparue dans les années 1980 en Amérique du Nord. Elle a pour but de défendre les hommes, considérés comme opprimés et victimes des avancées féministes. Des discours qui portent et trouvent des adeptes chez les jeunes, notamment en France. C'est ce qu'indique le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes de janvier 2025. Il existe une polarisation croissante d'une partie de la jeunesse, avec d'un côté des femmes plus sensibles au féminisme et de l'autre une partie des jeunes hommes plus sensibles à des positions sexistes, très dures, aux discours masculinistes et aux mouvements réactionnaires et politisés. Une radicalisation des discours conservateurs sur la place des femmes qui se traduit en chiffres dans l'enquête qui a permis d'établir le rapport. 45% des hommes de moins de 35 ans estiment qu'il est difficile d'être un homme dans la société actuelle. C'est plus 19% en 2 ans pour les 15-24 ans. Autre sentiment qui ressort de cette enquête, 13% des 25-34 ans estiment qu'il est difficile d'être un homme, mais facile d'être une femme. Les idées masculinistes infusent aussi sur le comportement que les jeunes hommes adoptent. Chez les moins de 35 ans, 53% pensent qu'il faut savoir se battre et 46% qu'il ne faut pas montrer ses émotions. Le Haut Conseil pour l'égalité préconise la mise en place d'un programme de sensibilisation pour tous les jeunes, notamment sur le respect des autres et la prévention des violences sexistes et sexuelles. Alice Apostoli, on voit un peu ces stéréotypes. Le masculinisme, c'est d'abord un discours, une idéologie née aux États-Unis. Surtout qui a été créé en Amérique du Nord. C'est un courant qui repose sur l'idée qu'aujourd'hui, la masculinité, elle est attaquée et qu'elle soit en crise et qu'elle est attaquée par toutes les avancées pour l'égalité des genres. Donc, les enjeux de crise de masculinité, elles ont toujours existé. En revanche, dans sa forme contemporaine, elle date surtout des années 80, en réaction notamment aux lois qui sont passées pour assurer le versement des pensions alimentaires. Donc, le masculinisme, on en entend beaucoup parler sous le prisme des réseaux sociaux, sous le prisme de la jeunesse. Le masculinisme, c'est une idéologie bien plus large, avec différentes offres idéologiques pour les jeunes à travers les réseaux sociaux, mais aussi les hommes plus mûrs. Et à la base, le masculinisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, il existe à travers un plaidoyer politique pour lutter, saper toute avancée pour l'égalité des genres, notamment tout ce qui est donc à la base l'autonomisation des femmes. Et petit à petit, aujourd'hui, on se rend compte que les enjeux de sexualité, les enjeux de droit à la santé sexuelle et reproductive et la destruction des normes de genre sont des sujets particulièrement prisés.
font partie de leur discours. Alors Salmona, il y a plusieurs communautés. Hein. La communauté incel, on en parlait, qui est une branche du masculinisme, les célibataires involontaires. Il y a aussi une autre communauté qui s'appelle les mictos. Donc ça, ce sont les men going their own way, les hommes suivant leur propre voie. Qu'est-ce qui les unit, toutes ces communautés de masculinistes? La haine des femmes? Je pense que oui, ils sont unis dans la misogynie, dans la critique aussi du féminisme, parce que le féminisme, c'est un danger pour eux. C'est finalement l'émancipation des femmes les menace. Il y a vraiment cette idée-là qu'ils vont perdre du pouvoir si les femmes accèdent à l'égalité. Et pour eux, en fait, elles n'accéderaient pas à l'égalité, elles leur feraient perdre du pouvoir. C'est un peu cette vision-là. Après... ils sont aussi, pour beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, unis par une dimension assez économique. C'est-à-dire que tous les contenus qui vont être proposés aux jeunes et qui vont vendre une idéologie masculiniste, en général, sont aussi des contenus qui génèrent énormément de revenus pour les personnes qui les créent. Donc, il y a un business model. Parce qu'il y a du flow, enfin, il y a des viewers, enfin, des gens qui regardent, il y a des adeptes, et donc c'est ça qui fait le business. Ça fait beaucoup d'audience, ça fait beaucoup de vues, et ce sont des contenus qui sont monétisés le plus souvent par les plateformes. C'est des gens qui vendent des formations pour mieux séduire, pour se muscler, pour devenir un vrai homme, entre guillemets. Et donc, ça va générer énormément de revenus et tout un business. Muriel Reus, vous êtes donc fondatrice de MeToo Média et plus directrice, mais fondatrice toujours. Est-ce que c'est justement une réaction au mouvement MeToo, à votre avis, le masculinisme? C'est aussi une réaction au mouvement MeToo. Oui, bien sûr, c'est un mouvement de backlash, si vous voulez, à ce que MeToo a provoqué. Mais enfin, le masculinisme, ça existe depuis longtemps. Hein. Ça se met en mouvement chaque fois que les femmes gagnent des droits. Mais c'est un mouvement, ce n'est pas un épiphénomène, hein, c'est un mouvement structuré, c'est un mouvement structurant de l'antiféminisme. En fait, si vous voulez, c'est les masculinismes, ça lutte contre le féminisme, et donc c'est un courant structuré de l'antiféminisme. C'est un réflexe de défense du patriarcat. On dit aujourd'hui, on entend beaucoup, les hommes sont en crise, c'est à cause des femmes et des féministes, c'est à cause d'une féminisation de la société, mais en fait, c'est surtout un mouvement de lutte contre toutes les avancées féministes. Vous êtes d'accord, Véronique Riotton, vous qui êtes la femme politique finalement de ce plateau, est-ce que c'est un discours politique, le discours masculiniste? C'est surtout une idéologie qui viendrait du fait que les hommes seraient victimes finalement c'est un retournement du discours féminisme et que les hommes seraient victimes de tout ce qui est prôné pour l'égalité. Donc c'est un backlash, vous diriez aussi. C'est aussi un backlash. Et puis c'est un mouvement qui est international. On le voit quand on est dans des instances de multilatéralisme. On voit bien que les mouvements sont organisés et qu'on les a partout dans le monde aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est le premier masculiniste à avoir assassiné 6 personnes. Elliot Rodger, on voit encore d'ailleurs sa vidéo sur les réseaux. Il a tué 6 personnes à Ista Vista, 14 blessés également, c'était en Californie en 2014. C'est le fondateur de Incel, lui, Alice Apostoli. Alors, c'est pas vraiment un fondateur, mais c'est plus une icône. Il a été érigé presque en martyr dans l'idée que, on lui avait volé une sexualité, on lui avait volé une vie amoureuse parce que, les femmes ne voulaient pas de lui et que ce n'était pas de sa faute, c'était la faute de la société, la faute des femmes de ne pas vouloir lui accorder de l'attention. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit dans son manifesto avant de mourir. Et il blâmait ouvertement les femmes dans leur généralité. Mais on peut dire que c'est un peu le premier, tout de même, à être allé aussi loin. Le premier dans le discours, dans l'idéologie, et ensuite de passer à l'acte. Alors, pas forcément dans les discours et dans l'idéologie, puisque on peut trouver des discours particulièrement cruels en ligne. En revanche, oui, c'est le premier à être passé à l'action dans un objectif d'attentat, donc un acte de violence politisé, revendiqué pour une idéologie. Et là, c'était pas le dernier. Et ce n'était pas le dernier, donc il y en a un autre, en tout cas en France, cette fois Michael Filetas, qui a tué sa femme en janvier 2020 en région parisienne de 80 coups de couteau. Laure Salmona, donc exactement dans le même setting, si je puis dire. Et puis on retrouve toujours tout de même ce langage. Par exemple, tu dois choisir de prendre la pilule rouge. Et en fait, ils évoquent des Matrix, qui est quand même un film des années 80, où on prend Matrix, où il fallait prendre la pilule rouge pour sortir de l'illusion, ou la pilule bleue pour rester en illusion. Ils utilisent ces codes.
codes. Toute cette idéologie est très codifiée finalement et elle utilise des stéréotypes déjà très anciens en même temps. Oui, et puis c'est une culture qui est partagée. Il y a aussi, on va dire, une forme de mémification de la violence, c'est-à-dire finalement, on a beaucoup tendance à parler de trolls ou à voir des blagues misogynes aussi sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a toute une idéologie qui va passer, qui va être lissée par l'humour, par cette forme d'humour très spécifique à Internet que sont les mèmes, des sortes de private jokes, de détournement d'images, par exemple, ou de détournement de code. Et tout Internet va être bombardé de ça. Et en fait, il y a une espèce de soft power à ça. C'est-à-dire que ça permet aussi de diffuser un projet politique sans trop en avoir l'air, et de toujours, si les contenus sont signalés, de faire passer ça pour de l'humour et de contester tout ce qui est signalé. Mais c'est un peu comme les campagnes de cyberharcèlement. On l'a vu dans le cas Amber Heard et Johnny Depp, où il y a vraiment eu une forme de mémification, de lolification du cyberharcèlement. Et sous couvert d'humour, Muriel Réus, est-ce que ça n'est pas vraiment de la propagande? Finalement, on retrouve un petit peu les mêmes mécanismes, même que dans l'islamisme, propagande. Oui, d'ailleurs, il reproche aux femmes de soutenir l'islamisme, les masculinistes. En fait, je crois que ce qui est très important, c'est de comprendre que c'est un groupe structuré, que ce sont des groupes structurés et que c'est un écosystème. Et qu'on les retrouve partout. On les retrouve dans la sphère privée, on les retrouve beaucoup dans les groupes de pères divorcés qui mettent en avant énormément de jugements, qui reprochent les jugements de garde d'enfants, etc., qui prônent l'aliénation parentale, qui est ce concept que les mères et que les juges d'ailleurs commencent à refuser de façon Qu'est-ce que vous appelez forte. aliénation parentale? C'est la manipulation des mères qui influence des enfants au détriment des pères, pour faire un petit résumé. Donc c'est ce que eux disent. C'est ce que disent, oui, bien sûr. On retrouve aussi ces groupes dans les retraites d'hommes virils, vous en avez parlé tout à l'heure, des hommes qui se retrouvent ensemble, qui se baignent dans des eaux à moins 10 degrés ou moins 15 degrés, qui se roulent dans la neige, qui refusent la masturbation, qui disent qu'il faut être complètement sain pour être viril. On le retrouve aussi chez Mark Zuckerberg, qui dernièrement a dit qu'il fallait viriliser les entreprises américaines et que la chasse aux sangliers lui avait redonné une forme de virilité. On les retrouve dans les coachs de séduction, ce que l'on appelle les pick-up artistes, et dans les influenceurs, et aussi dans l'extrême droite. Donc c'est pour ça que c'est aussi un mouvement politique. Et les incels dont vous parliez tout à l'heure, c'est peut-être le groupe le plus dangereux aujourd'hui, d'ailleurs, en Grande-Bretagne. Les fameux célibataires volontaires. Un célibataire involontaire qui reproche aux femmes de ne pas les avoir choisis parce que pas assez séduisants pour être choisis. Et au Canada et en Grande-Bretagne, c'est considéré comme une atteinte à la sécurité nationale, ces groupes-là. Donc on parle Pourquoi sont-ils les plus dangereux? Parce qu'ils passent à l'acte. C'est ça, les deux dont on parlait étaient des célibataires ils passent à l'acte et ils tuent des femmes. Et ils tuent des jeunes femmes, des jeunes filles. Parce qu'ils ont l'impression d'être mis au banc de la société, parce qu'ils n'ont pas été choisis pour des qualités physiques, la plupart du temps intellectuelles, par des femmes qui préfèrent que les hommes beaux. On s'est complètement construit sur des stéréotypes. Véronique Ruanton, est-ce que finalement la désinhibition de quelqu'un comme Trump, de cette mouvance MAGA, incite finalement à un essor du masculinisme ? Je ne sais pas si c'est cette dimension trumpiste, mais ce qui est sûr, c'est que c'est très insidieux. Et tout l'enjeu, c'est de permettre de les découvrir et de nommer les choses et d'arriver à cartographier ces mouvements masculinistes pour pouvoir les démasquer en réalité. Ils sont de plus en plus puissants, on peut le dire ce soir. Ils sont de plus en plus présents et donc d'où l'importance de cartographier. Il y a actuellement une action interministérielle qui vise à les repérer, qui vise à coordonner l'action internationale. Et puis tout ça, ça a une visée de transformation vers nos jeunes, parce qu'il faut démonter cette structuration et puis aller sur une dimension d'éducation vers nos jeunes, principalement nos jeunes garçons. Donc on a des enjeux éducationnels importants. Avec les réseaux sociaux, le masculinisme est devenu une sorte d'écosystème, vous le disiez, avec donc des forums incel, des vidéos d'influenceurs. Le masculiniste Alex Hitchen a été auditionné d'ailleurs à l'Assemblée nationale sur les effets. C'était une Assemblée nationale qui était réunie, une commission réunie sur les effets psychologiques de TikTok. Je vous propose de regarder un extrait de son audition. C'est un échange tendu entre lui, donc le masculiniste Alex Hitchen, et le député socialiste Arthur Delaporte, qui est président de la commission d'enquête TikTok. Quand vous dites
vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation. Ou encore, la majorité des femmes, énormément de PUTES, peu de filles bien. Ça, c'est des choses que vous avez dites. Déjà, vous remplacez pute par PUTES, c'est pour échapper à la modération. Est-ce que les propos que je viens de citer vous semblent contrevenir aux conditions générales d'utilisation de la plateforme et plus largement à la loi? Je pense que vous avancez un peu trop. Parce que étant donné que ces propos... Je vais terminer, s'il vous plaît. Parce que ces propos ont été prononcés dans un live YouTube, pas un live TikTok. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation, c'est pas moins problématique. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition, je suis président de la commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Je suis président, excusez-moi, on va couper le son de monsieur Etienne, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà, donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Voilà, Alexis Chen a donc disparu de l'écran. Alice Apostoli, est-ce qu'ils ont, ces influenceurs, des stratégies justement? On sait qu'ils organisent des événements, vous le mentionniez tout à l'heure. Est-ce qu'ils ciblent des internautes peut-être plus fragiles? Est-ce qu'ils embrigadent à l'aide d'un brainwashing? Comment ça marche? Comme l'avait mentionné Laure Salmona à l'instant, c'est un enjeu de profit surtout. Donc créer du contenu sur les réseaux sociaux, plus il engage les internautes, c'est-à-dire plus il est controversé, plus il crée de l'engagement, plus il est profitable et pour la personne qui crée le contenu et pour la plateforme. Et c'est pour ça qu'on a un problème au niveau de la responsabilité des plateformes, parce que c'est un enjeu économique et il se trouve que les grandes figures de la tech et les patrons de ces plateformes-là, on mentionnait Mark Zuckerberg, on peut mentionner aussi Elon Musk. Ils incarnent ce masculinisme. Ils incarnent ce masculinisme, ils adoptent aussi certains de leurs codes, donc en parlant de viriliser le lieu de travail, à travers les vêtements, la pratique des sports de combat aussi, beaucoup on retrouve ça. Et il se trouve que ces personnes-là vont aussi se positionner contre le fact-checking, donc qui permettent la désinformation, vont se positionner contre la modération au nom de la liberté d'expression. Et en fait, on se retrouve avec un inversement des valeurs où on va prôner la liberté d'expression, le droit à l'anonymat sur Internet, pour pouvoir diffuser des discours de haine, des discours faux et des narratives qui sont complètement fausses. Voilà. Selon un rapport de l'IRIS, le masculinisme, d'ailleurs ça c'est le titre de ce rapport, le masculinisme outil d'influence antidémocratique partout dans le monde, il faut moins de 30 minutes pour que les algorithmes recommandent les forums incel aux jeunes internautes masculins. Donc là, il va vraiment moins de 30 minutes, c'est rien du tout. Ça veut dire que n'importe quel jeune homme, mais manifestement les femmes aussi les reçoivent, ont accès tout de suite, en tout cas ont accès à ce discours masculiniste. Donc ça a un impact réel, immédiat? Ça a un impact immédiat. C'est comme ça que les algorithmes de recommandation des plateformes fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils vont montrer les contenus les plus clivants, les plus polarisants, les plus susceptibles de vous garder accroché sur le contenu que vous visionnez, le plus susceptible d'être commenté également, parce que tout ça garde l'utilisateur sur le contenu et ça permet de récolter plus de données et de lui vendre plus de produits, plus de publicité. Alors, certains sont bannis de certains réseaux, par exemple Andrew Tate, qui est vraiment le masculiniste américain, il a été banni de Facebook, me semble-t-il, mais en revanche, le réseau X l'a récupéré. Donc, après, il y a des questions de modération, c'est-à-dire qu'on voit bien que Elon Musk, il voit un peu la modération à sa sauce, c'est-à-dire qu'il voulait interdire, il a interdit d'ailleurs la fonction, on ne peut plus bloquer les personnes sur Twitter, donc il refait un peu X à son image, et il a réinvité ses amis, en fait, on peut dire ça, mais je dirais qu'il y a vraiment une entreprise dans les contenus qui sont diffusés de déshumanisation et de normalisation de cette déshumanisation, avec des concepts qui vont réduire, par exemple, les femmes à leurs interactions sexuelles. On parle beaucoup du body count en ce moment. Le body count, expliquez ce que c'est que le body count. Et le body count, en fait, au départ, ça voulait dire le nombre de morts après un accident ou sur un champ de bataille, mais ça serait le nombre de partenaires sexuels qu'on a eu dans sa vie. Et bien sûr, pour les masculinistes, ça fait baisser la valeur des femmes si elles ont un body count élevé. Mais vous savez, le contenu le plus trendy dans les sphères masculinistes sur Internet, sur les réseaux sociaux en ce moment, l'un des contenus les plus trendy, c'est le droit de vote des femmes. Donc ils sont en train insidieusement de normaliser
un débat sur la question du droit de vote des femmes. Alors, ça, c'est quand même un sacré recul, Muriel Rayus, qu'on en vienne à remettre en cause le droit de vote des femmes. Okay. C'est pour ça que c'est extrêmement dangereux. Quand on regarde les jeunes garçons qui consomment ce type de contenu, 80 à 85% d'entre eux connaissent Andrew Tate. C'est quand même énorme. On a une explosion des contenus alpha-mâle sur les réseaux. Mal alpha aussi, ça c'est leur grand... Pourquoi est-ce qu'ils parlent toujours de mal alpha? C'est-à-dire des hommes très carrés, la mâchoire extrêmement carrée. On voit bien aux États-Unis toutes les opérations pour ressembler à ces stéréotypes d'hommes extrêmement puissants, costauds, etc. Et puis, ce que je trouve très inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel adolescent peut tomber sur un discours masculiniste, même avant son premier flirt. Donc, vous voyez ce que ça présuppose de la normalisation des rapports entre les femmes et les hommes, et on assiste aujourd'hui à une polarisation de plus en plus importante entre les filles et les garçons. On a des filles qui sont de plus en plus politisées, féministes, très tôt, et des garçons qui s'interrogent vraiment sur leur rôle et sur leur relation aux femmes. Ce sont quand même des dysfonctionnements majeurs dans notre société qui sont en train de s'instituer, de se mettre en place de façon forte et structurée. Finalement, ils ne peuvent plus communiquer. Qui ça? Les hommes et les femmes que vous décrivez, entre les féministes de plus en plus jeunes et de l'autre côté les masculinistes. En tout cas, ce qu'on constate au Conseil à l'égalité, dont je fais partie, puisque maintenant je suis coprésidente de la commission stéréotype du Haut Conseil à l'égalité, et on mène aujourd'hui un rapport sur le sexisme, et on va interroger profondément les groupes masculinistes et leur incidence sur les jeunes et sur la société. On constate qu'il y a une très forte polarisation entre les jeunes filles et les jeunes garçons, oui. Et cette polarisation. Alors, c'est pas que tous les jeunes garçons sont radicalisés ou sont en tout cas masculinistes, sauf qu'ils occupent tellement l'espace médiatique, ils occupent tellement l'espace sur les réseaux qu'en fait le brouillage qu'ils créent est très très important. C'est ce que vous constatez aussi dans les commissions politiques, ce hiatus de plus en plus grand finalement entre ces jeunes filles et ces jeunes garçons, dû justement à leur présence et la présence des masculinistes sur les réseaux sociaux. En fait, on a deux éléments. La première chose, c'est de l'observation. Moi, j'ai envie de dire que le numérique, c'est pas une zone de non-droit. En réalité, on a l'arsenal juridique. J'ai envie de dire que l'Observatoire de la haine en ligne qu'on a instauré depuis 2020 nous donne ces éléments chiffrés. Et puis, dans un deuxième temps, le fait de mettre en œuvre l'arsenal juridique, c'est de dire on a une détermination politique et dire nous, le job de législateur, c'est ce qui se condamne dans la vie réelle doit se condamner aussi dans l'univers numérique. C'est-à-dire ce qui est d'ordre pénal dans la vie réelle, d'ordre pénal sur les réseaux. Absolument. Et en fait, il ne s'agit pas de censurer, il s'agit juste de faire appliquer la loi, puisqu'on a l'arsenal juridique, on a une police d'Internet qui est Pharos, et donc le retrait des contenus, et ce que vous disiez tout à l'heure, la responsabilité des plateformes est engagée, c'est clair. Mais la responsabilité des plateformes est engagée, mais est-ce qu'elles agissent véritablement? Est-ce qu'il faudrait une loi sur les influenceurs, par exemple? Une loi limitant ce qu'ils peuvent dire, pas dire, parce que ça aussi, c'est compliqué. Il y a déjà un corpus juridique qui existe justement en ce qui concerne ce qui est possible de dire sur un lieu public ou pas. Comme le dit Madame Riotton, l'enjeu c'est quand même de l'appliquer en ce qui concerne la responsabilité. Donc rien de des médias, spécifique aux réseaux sociaux malgré je dirais la masse de messages qui ont quand même... Et puis aussi la difficulté, parce qu'il y a aussi tout un problème d'anonymat sur les réseaux sociaux. Donc comment, là, pour le coup, le pénal, dans la vie réelle, est-ce qu'il s'applique aux réseaux sociaux lorsqu'on ne sait pas très bien qui va utiliser un discours masculiniste? Parce qu'en dehors des grands gourous, il y en a beaucoup qui sont totalement anonymes. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que l'anonymat, elle n'existe pas vraiment. Il y a toujours des adresses IP, il y a toujours un moyen de retrouver On la arrive à les personne. retrouver. Il y a des moyens techniques qui existent, d'une part, et de l'autre, l'anonymat pour les personnes militantes, c'est aussi quelque chose qui peut être précieux. Donc, sur l'anonymat, je ne serai pas trop rapide à l'attaquer. Et le deuxième élément, c'est qu'au niveau européen, on a aussi un enjeu à jouer. Enfin, on a tout un corpus juridique, le Digital Service Act, par exemple, dont l'enjeu est de responsabiliser les plateformes, et il y a des normes qui existent au niveau européen. Là, l'enjeu aujourd'hui, c'est de les appliquer, de les renforcer. Donc vous dites qu'elles ne sont pas appliquées. Si l'enjeu, c'est de les appliquer aujourd'hui.
de les appliquer, elles sont pas appliquées de manière homogène en fonction des plateformes et au niveau du bon vouloir des plateformes. Il y a un enjeu aussi ici. Beaucoup de plateformes, par exemple aux États-Unis, vont lutter, ils vont complètement abandonner leur programme de fact-checking. En Europe, ils sont obligés d'avoir le minimum, mais l'enjeu, ça va être de le détricoter et à voir au cours des prochaines années si l'Union européenne va tenir avec son corpus juridique ou si au contraire, on va le détricoter au fur et à mesure. Alors, c'est quand même la question. Est-ce qu'il faut une sorte d'arsenal juridique En tout cas, il y a une proposition de loi là, qui est sur la table en ce moment, un projet de loi qui vise vraiment contre les violences faites aux femmes et qui inclut un petit peu, je dirais, tous les secteurs, donc police, justice, protection des enfants, cyberviolence. Est-ce que l'approche globale est une bonne approche ? L'approche globale est forcément une bonne approche parce qu'il y a un continuum des violences. Et souvent, les violences en ligne se poursuivent hors ligne, pour 72% des victimes quand même. On parlait de l'anonymat tout à l'heure, mais dans 2/3 des cas, les victimes, elles connaissent l'identité des auteurs de violences, comme pour les autres violences sexistes et sexuelles. En fait, le plus souvent, ces violences, elles ont lieu du fait de personnes, de relations que la personne connaît, que la personne victime connaît. Elles ont lieu au sein du couple, etc. Mais il y a cette question de la responsabilité des plateformes. Et aujourd'hui, clairement, quand on lit les rapports de transparence sur les risques systémiques, parce que les plateformes, elles doivent lutter contre les risques systémiques qu'elles induisent pour leurs utilisateurs et utilisatrices. Mais ces rapports, c'est beaucoup de gaslighting, on va dire. Il y a énormément de pages pour ne pas dire grand-chose. Quand on voit les rapports sur la modération... pour rien. C'est ça, en gros, ça tourne en rond. Quand on voit les rapports sur la modération, on se rend compte que, par exemple, sur Meta, il y a une personne francophone à la modération pour 250 000 utilisateurs et utilisatrices francophones. Donc, on voit bien qu'il ne peut pas y avoir une modération humaine de qualité aujourd'hui sur les plateformes. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté politique. Mais finalement, ce sont des contenus qui leur font gagner de l'argent. Ça reste lucratif. La logique est finalement mercantiliste, quoi. C'est ça. La seule chose qu'ils vont faire, c'est éviter que tout le monde parte des plateformes. Donc, il faut quand même réussir à garder l'endroit à peu près vivable. Parce que là, on voit bien que X, par exemple, il y a quand même énormément d'utilisateurs qui sont partis parce que c'est devenu vraiment trop violent. Mais ils essayent de trouver ne s'est pas corrigé pour autant. Oui. Non. Il a laissé ceux qui voulaient partir. Il en a fait son organe d'influence et de pouvoir, en fait, je pense, Elon Musk. Vous pensez qu'il faut une approche globale aussi, Muriel Mérius, pour lutter ? Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on lutte contre la normalisation de la coercition que mettent en place les mouvements masculinistes, parce que la lecture de la sexualité et des rapports aux femmes sous couvert de contrôle, de jalousie, d'humiliation et d'absence de consentement me paraît être une régression totale. Ensuite, sur les plateformes, on a une vraie difficulté. C'est vrai qu'on a des lois et c'est vrai que les politiques essaient de faire au mieux de ce qu'ils peuvent, mais quand les plateformes sont installées à l'étranger, en tout cas hors Union européenne, ça devient vraiment extrêmement compliqué et vraiment très, très, très difficile. Alors, sur la loi, oui, pour répondre à votre question, oui, il y a un projet de loi intégrale sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, porté à la fois par les parlementaires, porté par les associations et par la ministre Aurore Bergé, qui prend en compte effectivement tous les aspects de la lutte contre les violences, de l'accompagnement et de l'accompagnement de cette lutte. Oui, on espère que cette loi, si elle rentre en application, et il va falloir un peu de temps pour que ça arrive, on espère que cette loi va changer la donne, oui. Parce que, Véronique Ruyoton, le parquet antiterroriste qui a agi, qui a été, pour la première fois a été saisi contre un adolescent de 18 ans qui était membre de la communauté Incel. Il n'y a pas de jurisprudence pour l'instant, puisque c'est la première fois qu'il y a eu un cas de cette communauté et où c'est le PNAT, le parquet antiterroriste, qui était compétent. Mais sur quelle jurisprudence peuvent-ils se baser ? C'est pas évident. En tout cas, en termes d'arsenal juridique, on a tout ce qu'il faut. À la fois le projet de loi de 2020 sur la haine en ligne, vous indiquez le DSA, donc du projet de loi SREN qui datait de 2024. On a l'arsenal juridique à la fois pour faire les retraits, pour responsabiliser les plateformes. Et donc, on est aussi sur un enjeu
éducationnel. C'est ça, est-ce qu'il suffit l'arsenal juridique il faut sanctionner, puis ensuite, il faut éduquer. Et quand on voit tous les chiffres qu'on a à disposition vis-à-vis de nos jeunes garçons, l'enjeu de EVARS, donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, sur lequel on a aujourd'hui un programme qui est déployé, oui, il y a un enjeu que l'ensemble de ce programme soit fait sur l'ensemble du territoire pour permettre finalement la culture de l'égalité et tout simplement du respect mutuel. Et donc, c'est ça aussi combattre le masculinisme. Est-ce qu'il faut aller plus loin, interdire les réseaux sociaux avant 15 ans? Ça, c'est l'une des propositions d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut être aussi radical que cela? Écoutez, je ne sais pas si empêcher l'accès à des internautes de moins de 15 ans serait vraiment utile, dans le sens où ces contenus masculinistes, ils ne touchent pas seulement les internautes de moins de 15 ans, ils ont une influence sur des personnes bien plus âgées, donc prendre ce problème sous le prisme de la jeunesse, ce serait peut-être pas la manière la plus efficace. En revanche, il y a un enjeu d'éducation, oui, il y a un enjeu de prévention et de lutte contre la désinformation, notamment cultiver la culture de l'égalité, l'éducation à donc l'éducation, l'école. Ça permet de limiter la désinformation en ligne, mais ce qui manque surtout, à mon sens, c'est une volonté politique de soutenir les associations féministes et de protection des droits des personnes LGBTQIA+, qui sont en première ligne sur ces enjeux-là, qui tirent la sonnette d'alerte depuis plus de 10 ans maintenant. Et vous avez l'impression qu'elles ne sont pas soutenues? Financièrement, c'est toujours très compliqué. Il y a quand même une grande précarité parmi les associations féministes et LGBTQIA+. Et voilà, il y a toujours un enjeu de diviser un petit peu au niveau d'enjeux qui... c'est une situation assez compliquée dans la sphère féministe ces temps-ci. Et le manque de soutien politique et le manque de soutien financier joue beaucoup, je pense. Véronique Ruoton, manque de soutien politique de ces associations. Enfin, d'ailleurs, elles sont en détresse financière, une partie d'entre elles, en tout cas. En fait, le soutien politique, on l'a, Muriel témoignait, le projet de loi, je pense que c'est un soutien politique, un soutien financier. Et c'est évident, mais ça explose et le volume est tel que les moyens sont importants. Et oui, ça passe par ce projet de loi, de loi globale qui prenne à la fois l'accompagnement des victimes, qui prennent en charge la formation aussi, du point de vue de l'ensemble de la chaîne pénale. Des juges. Absolument. En tout cas, il y a une convergence politique. Je crois que le soutien politique, il est présent, à la fois du point de vue des parlementaires avec cette initiative transpartisane, le projet de loi qui arrive sur la table. Donc non, je crois que le soutien politique, il est présent et que plutôt que de diviser, moi je suis plutôt sur le fait de rassembler, de soutenir évidemment les associations et de dire que tout ça, ça converge et qu'une des solutions, c'est l'éducation. Laure Salmona. Alors l'éducation. Alors en Grande-Bretagne, ils montrent justement cette série qui s'appelle Adolescence, très très beau d'ailleurs, très belle série, très intéressante, qui montre comment un jeune adolescent passe à l'acte en tuant, en assassinant une de ses camarades de classe après avoir été embrigadé littéralement sur ces sites masculinistes dans cette communauté incel. Et d'ailleurs avec des parents, c'est quand même intéressant, qui n'ont absolument rien vu, enfin qui ne se rendent pas compte puisque ça se passe entre l'adolescent et son ordinateur. Est-ce qu'il faudrait le visionner aussi dans les écoles françaises, avoir ce type de projet éducatif autour de documentaires comme celui-là ou de films? Alors déjà, je pense que vraiment, la série Adolescence, c'est pas un support pédagogique. Enfin, quand on la regarde, en fait, ça peut pas servir de support pédagogique. Et pourquoi pas? Parce que... en tout cas, c'est très dense. On parle pas du tout on parle très peu des mouvements masculinistes dans cette série, au final. On comprend comment l'adolescent se retrouve à passer à l'acte. Oui, mais disons que je pense pas que ça soit un support adéquat. Ça n'est pas un support pédagogique. C'est un film, c'est une série. Alors quel type de support? Mais moi, je pense qu'il faut des ateliers de sensibilisation qui soient faits par des associations féministes, qui soient faits dans une... En fait, aujourd'hui, par exemple... Mais si dans une classe, justement, un garçon dit « mais c'est parce que vous êtes féministe que vous dites ça, en fait, c'est pas la vraie vie », ça peut tout à fait être renvoyé, ça, à une association féministe qui va essayer de lutter contre le masculinisme. Mais en fait, quand on fait des ateliers de sensibilisation scolaire dans les classes, il y a un dialogue.
les jeunes, ils rêvent en fait de pouvoir débattre, de pouvoir discuter. C'est vraiment des espaces qui sont précieux pour eux. Et ce débat, il peut avoir lieu justement. Et ça peut permettre de faire réfléchir les élèves sur certains stéréotypes qu'ils peuvent avoir, de déconstruire ces stéréotypes, de montrer aussi que le problème, ça n'est pas qu'Internet. Le problème, c'est que Internet, c'est le reflet de la société. Peut-être avec un miroir grossissant, amplifié, oui. peut-être amplifié. Mais au départ, si on veut lutter contre cette déshumanisation qui est de plus en plus présente aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il faut lutter contre la déshumanisation dans la société. Et pour donner un exemple, l'Observatoire de la haine en ligne, il n'y a pas d'organisation féministe dans l'Observatoire de la haine en ligne. Pourquoi ? Pourquoi, Gaëlle Rayus ? Je n'ai pas la réponse. Moi, ce que je sais, c'est qu'on ne luttera pas contre les violences faites aux femmes tant qu'on ne s'attaquera pas à la haine qui est diffusée à la fois sur les réseaux sociaux et tant qu'on laissera les enfants et les adolescents face à des discours unilatéraux. Donc vous êtes pour l'interdiction, par exemple, des réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans ? Non, parce que ce qu'on interdit est encore plus utilisé. L'interdiction, ça n'a jamais résolu les choses. En revanche, la régulation est absolument indispensable. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut aller rencontrer ces jeunes. Et je rejoins Laure, si vous voulez. La discussion, elle est possible. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des jeunes qui sont face à des discours qui proviennent d'une seule source. Et tant que vous ne contrariez pas ces sources-là, que vous n'apportez pas des éléments de réponse, des éléments de réflexion autres que ceux qu'ils entendent, moi je donne beaucoup de formations en entreprise. Quand j'arrive dans ces entreprises, il y a plein d'hommes, il y a beaucoup d'hommes. Et au départ, ils me regardent systématiquement en disant « mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter ? On ne peut plus rien dire », enfin toujours les mêmes choses. Et à la fin des formations, ils sont extrêmement ouverts, heureux d'ailleurs, je leur demande comment ils se sentent à la fin des formations. Ils sont heureux et reconnaissants qu'on ait pu ouvrir des sphères de réflexion différentes, qu'on ait pu leur apporter des éléments de comparaison, des éléments de discussion, qui les interrogent eux-mêmes sur leurs propres pratiques. Et ils sont prêts à se remettre en cause sur ces pratiques. Mais si on ne leur propose pas ce schéma-là, si on ne les ouvre pas sur un chemin différent, finalement, vous savez, on va toujours sur ces zones de confort. Donc ça veut dire un dialogue d'humain à être humain. Il faut sortir des réseaux sociaux qui alimentent en fait ce que vous voulez entendre, rentrer dans le débat, ça serait ça un peu. Vous n'êtes pas non plus pour que la projection de Adolescence, du film Adolescence, dans les classes en France ? Non. Non plus. Donc vous pensez que ce n'est pas non plus oui, non plus. En revanche, le fait que l'interdiction... Que font les Britanniques ? L'interdiction de l'accès aux réseaux sociaux à 15 ans, c'est important que ça rentre dans le débat global. Et puis, ce dont on vient de parler, c'est vraiment ce qui est prévu dans le programme EVARS, donc je redis, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. L'enjeu, c'est vraiment de la maternelle au lycée, de donner les clés de lecture pour favoriser l'égalité, pour favoriser le respect. Récemment, on a changé le code pénal pour introduire la notion du non-consentement dans la définition pénale du viol. Et en fait, on vient dire quelque chose avec la loi dans son côté expressif et de dire la loi, elle doit aussi dire des choses de Elle n'a pas été votée, cette loi sur le non-consentement. Alors, non seulement elle a été votée, mais elle a eu une belle unanimité à la fois à l'Assemblée, sauf le RN, dont on n'en attendait pas moins, le Sénat et puis une CMP conclusive. Cette loi est promulguée depuis début novembre. Et pour vous, c'est un progrès ? C'est un progrès parce que cette notion du non-consentement qu'on a partout, maintenant est intégrée dans la définition pénale du viol. On a une cohérence. Et donc, ça va jusqu'à cette dynamique de l'éducation, puisque l'idée, c'est de dire, dans cette notion du consentement, mon corps m'appartient et personne n'a le droit de toucher mon corps si je ne le souhaite pas. Le masculinisme a-t-il un avenir ? Parce qu'il nous reste 5 minutes. Idéalement, non. L'idée, c'est de lutter activement contre le sens de l'histoire. On revenait sur le droit de vote. Je vois très mal les femmes du monde entier rester les bras croisés dans le même temps que ces débats aient lieu et qu'il y ait des actions. Donc, on est face à... Et puis les hommes, certains hommes pourraient aussi aider les féministes en tout cas, à interroger. Il y a une tribune en sens récemment qui a été publiée. Donc, à mon sens, le sens de l'histoire, il va quand même vers l'égalité des genres et que le masculinisme, aujourd'hui, c'est un sursaut de codes et de normes patriarcales qui se meurent. En tout cas, on l'espère. Il se meurt, vous pensez ? Parce qu'on a l'impression qu'au contraire, en tout cas avec les réseaux sociaux, on en parle de plus en plus. Il y a aussi d'ailleurs des courants politiques dans de nombreux pays qui reprennent tout ce discours très stéréotypé sur les femmes.
Alors, les réseaux sociaux sont une espèce de loupe, en fait, de grossissant, de miroir grossissant des choses les pires et les plus polarisantes qu'on va retrouver dans la société. Donc, souvent, il faut faire attention aux débats qu'il y a sur les réseaux sociaux parce que ça ne reflète pas forcément les débats qu'il y a. Est-ce que ce sont des débats aussi dans la vie matérielle. Mais en revanche, tous ces débats, ils ont une influence parce qu'ils sont repris par les journalistes, parce qu'ils sont repris aussi par les politiques, par les élus. Et ça va venir influencer le débat démocratique. Et il y a vraiment cette idée où Internet, c'est à la fois un peu le remède et le poison. Ça a donné la parole notamment aux femmes, on peut penser à MeToo, ça a donné la parole dans beaucoup de pays où d'ailleurs la parole est réprimée. Aux groupes minorisés qui ont pu finalement parler des atteintes qu'elles subissaient à leurs droits, mais ça a aussi donné une tribune et la parole à des groupuscules extrémistes souvent d'extrême droite d'ailleurs aussi, qui ont vu leurs propos normalisés, banalisés. Et en fait, c'est de la propagande qui fonctionne, c'est insidieux et ça finit par empoisonner tout le débat public. Donc, ça peut avoir un avenir. Si Muriel Réus. Moi, je ne suis pas tout à fait optimiste. Je pense que c'est compliqué. Les femmes se sont levées contre l'interdiction du droit à l'avortement. Elles se sont levées partout. Mais les pays qui l'interdisent sont nombreux. Et aux États-Unis, de plus en plus d'États maintiennent cette interdiction du droit à l'avortement. Donc ce débat qui vient de se nourrir de façon assez récente sur le droit de vote, franchement, c'est une planète qui nous tombe sur la tête, quoi. Comment on peut encore aujourd'hui se poser ce type de questions au plus haut niveau de l'État américain. Donc je pense qu'on ne peut rien lâcher et que chaque fois que les droits des femmes progressent, il y a des mouvements de résistance très forts qui se mettent en place et que donc on doit être unis, politiques, forces politiques, associations, citoyens, pour essayer de lutter contre une régression des lois qui arrangerait une régression des droits des femmes qui pourrait arranger certaines personnes, oui. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Muriel Réus, Véronique Rioton, Laure Salmona. Merci Alice Apostoli d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux, justement, le débat. À demain.